Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief du sprint du côté d'Antols Anterselva, du sprint des garçons. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des concurrents, le tir, les temps de ski. En fin de vidéo, on parlera également des bonnes performances de l'équipe de France du côté des championnats d'Europe junior, avec cette journée de relais mixte. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications et sur les miniatures. On commence tout de suite avec ce 10 km sprint du côté d'Antols Anterselva. C'était un 10 km qui était vraiment pas si évident que ça, parce que on est toujours en altitude, hein, ça ne change pas, mais aussi parce que on est en altitude, on arrive sur le dernier week-end du mois de janvier de compétition, donc forcément un petit peu compliqué physiquement. J'ai eu l'impression que les garçons étaient plus fatigués que les filles. Notamment sur le pas de tir, hier les filles font une super course, aujourd'hui les garçons c'était beaucoup plus difficile. Il y a vraiment des mecs qui ont saccagé leur dernier tir, du côté de l'équipe de France mais pas seulement. Et il y a des mecs qui ont vraiment craqué mentalement aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas eu du côté des filles la veille. La course des filles était vraiment très très bien en termes de niveau, la course des garçons c'était plus compliqué. Ouais, j'ai moins apprécié, on va dire, cette course des garçons. Je trouve que c'est même la course, je dirais, depuis le début de saison, que j'ai pris le moins de plaisir à regarder, parce que je trouve que le niveau était vraiment pas top. Notamment au niveau du tir, tu vois quand même qu'il y a un mec qui fait, malgré 2 erreurs, se retrouve quand même sur le podium, et pourtant il n'est pas norvégien, mais parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait une erreur. Il y a eu très peu de tirs vraiment réussis. Pour vous dire, même Sturla fait une erreur, ce qui est rare. Donc non, ça n'a pas été une course exceptionnelle. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait... Les fanions bougeaient une chouille plus qu'hier, mais ça bougeait quand même pas des masses. Donc est-ce que ça permettait pas de régler correctement et que cette petite masse d'air n'était pas suffisante pour faire un clic, mais voilà, ça gênait les concurrents, ou est-ce que tout simplement une fatigue mentale de la part de certains concurrents qui n'ont pas réussi à se remettre dedans sur ce 10 km à Antols. Bon, et pourtant c'était une pré-olympique, donc surprenant. Bon, on commence tout de suite avec la victoire. Tarier. Ouais, c'est un jour important parce que bon, il annonce à la fois il gagne et il annonce sa retraite, mais en fait il l'avait promis que s'il gagnait sur un site de compétition, il annoncerait juste après sa retraite. C'est sa première victoire à Antols, de ce que j'ai ouï dire comme info. 15e victoire en carrière, un beau chiffre aussi, 15, du côté de Tarier-Beu, 15e victoire en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il fait la bonne course au niveau du tir. Encore une fois, c'est l'un des rares qui arrive à faire sans faute. Ils sont pas 150 aujourd'hui à avoir fait sans faute par rapport aux filles. Et puis, sur les skis, ça tient quand même la cadence. Il est top 10 aujourd'hui, les 8e temps de ski Tarier-Beu. Donc ça, c'est vraiment bien. L'annonce de sa retraite, c'est une demi-surprise, on va pas se mentir. Hein. On en avait parlé, mais j'avais dit que je le voyais mal continuer sans son frère. Bon, voilà, c'est pas une surprise. L'année en plus n'a pas été simple. Il a failli se retrouver en IBU Cup quand même. Hein. À un moment, Tarier-Beu, il était pas forcément super sur les skis à Orfilsen. Donc je pense que ça a joué aussi. Et puis, il est là depuis tellement longtemps, Tarier-Beu. C'est-à-dire qu'il est là depuis super longtemps. On n'a pas l'impression, mais il était déjà là quand il y avait Bjørndalen, quand il y avait Svensson. Il a connu Svensson jeune. Il était là quand il y avait Martin, mais quand il y avait Simon Fourcade. Il est plutôt de la génération de Simon Fourcade. Tarier. Donc il a connu le biathlon. Il a connu toutes les époques, on va dire, de ces dernières années du côté du biathlon. Et
C'est vrai que il n'a pas eu de chance et qu'il est tombé face à son frère, il est tombé face à Martin Fourcade. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'a pas tant de victoires que ça. Il a souvent été battu par ces concurrents-là. Mais ça reste un grand biathlète de cette génération-là. Je suis presque, alors ça peut être surprenant pour vous, mais je suis presque plus marqué par la fin, enfin voilà, la retraite de Tarier que la retraite de Johannes, même si Johannes a une énorme carrière. Mais Tarier-Beu, ça a quand même marqué une partie également de ma vie de suiveur de biathlète. Parce que, bah oui, alors moi j'ai connu le biathlon avant Tarier-Beu, hein, aux Jeux Olympiques, notamment la victoire de Vincent Defray à Turin. Mais c'est vrai que en Coupe du Monde, je dirais, depuis que je suis activement à la Coupe du Monde, j'ai toujours connu Tarier-Beu. Il était tout le temps là. Il était toujours présent, toujours là. Donc c'est vrai que c'est... Moi j'ai connu une période de Coupe du Monde où il n'y avait pas Johannes Beu. Par contre, une période de Coupe du Monde où il n'y avait pas Tarier-Beu, bah pas vraiment. Donc c'est là où c'est marquant. Voilà, avec ce Norvégien. Bon, je dirais les mêmes qualités que son frère, hein, gentillesse, quelqu'un de toujours très fair-play. Tarier-Beu, mais ce que je noterai en plus, c'est la longévité en carrière. C'est la longévité en carrière, c'est-à-dire que c'est un mec qui a pourtant eu des problèmes physiques à un certain moment, et qui a toujours voulu revenir et qui a toujours été passionné par le biathlon. Et je pense qu'il arrête en étant passionné encore. Ce qui est, je pense, plus le cas du Johannes Beu. Lui, il arrête parce qu'il n'a pas envie de faire la saison de trop et qu'il a envie de gagner à chaque fois, et qu'il voit bien, je pense, que les années passent, Tari. Et qu'il voit qu'en Norvège, tu peux pas être à 80% de tes capacités. Tu es obligé d'être à 100% et que c'est de plus en plus compliqué pour lui d'être à 100%. Mais s'il avait été dans la sélection, je sais pas moi, belge, ou dans la sélection, je sais pas, ma suédoise, oh, je pense qu'il aurait fait encore une saison, 2 saisons, 3 saisons en plus. Là c'est parce qu'il est aussi en équipe de Norvège et qu'il ne veut pas piquer la place de certains concurrents. Parce que, voilà, il le sait, Tarier. Mais forcément, ça va marquer. C'est la fin d'une ère, enfin la fin de l'ère Beu, hein, du côté de la Norvège, qui a marqué quasiment ces 10 dernières années, voire même plus que ces 10 dernières années. Parce que Tarier, c'est presque 15 ans. Hein, c'est la fin d'une ère. On voit aussi qu'un Quentin Fillon-Maillet, je ne sais pas s'il ira vraiment jusqu'en 2030, par exemple. Il y a quelques-uns qui vont s'arrêter, et c'est vrai que Jacob Fack aussi, hein, par exemple, qui est pas tout jeune et va peut-être arrêter l'an prochain aussi, Jacob Fack. Moi, je l'ai connu avec lorsqu'il était croate, même Jacob Fack, parce qu'au tout début, il était croate. Mais ouais, non, c'est la fin d'une ère. Voilà, c'est la fin d'une ère. Voilà, du côté de Tarier. Donc, ouais, voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, mais super course. Et puis arrêter de cette manière-là, c'est quand même très marquant. Il arrête sur une victoire. Il arrête sur une victoire. Il arrête voilà, sur une victoire. Et puis à Oslo, oui, je pense qu'il y aura une ambiance très particulière pour la fin de saison. Voilà, et puis en plus il l'annonce avec sa femme. Enfin voilà, tout était réuni pour que Tarier-Beu fasse cette annonce. Il faisait beau, voilà, tout était bien du côté de Tarier. Deuxième Sturla, qui va se retrouver en tête de la Coupe du Monde, hein, Sturla. Il l'a dit en interview il y a quelques jours, je ne sais pas si vous aviez lu ça, mais Sturla Lagrede avait dit: je vais gagner le gros globe cette année. Je vais gagner le gros globe tant qu'il y a Johannes et Tarier, parce que je veux montrer à tout le monde que je peux battre le meilleur du monde. Que j'ai battu le meilleur du monde. Et lui, il est remonté comme un coucou, j'ai envie de dire, parce qu'il veut les battre et il sait que c'est sa seule occasion, parce qu'ensuite, normalement, retraite, Tarier ne reviendra pas, Johannes peut toujours se dire que dans 2 ou 3 ans, il aura peut-être retrouvé la flamme. Mais sur là, il veut battre le meilleur à son top. Et c'est son objectif, et il l'a très clairement dit. Et aujourd'hui, il y a la dernière balle. Elle fait mal, cette dernière balle. Mais le tir est pas... Enfin, là, aujourd'hui, c'était compliqué pour tout le monde, le tir. Hein. Le tir n'était pas parfait pour tout le monde. Et c'est vrai que Sturla
Ah, il y a cette dernière balle qui met à côté. Sinon, tout était parfait, hein, jusqu'à cette dernière balle. Sur les skis, encore un bon temps de ski, du côté de Surla. Moi, je me dis que ça peut être peut-être l'homme des championnats du monde, parce que Johannes Beu m'inquiète quand même un petit peu. Et il faudra s'en méfier de ce Surla. Giacomel, aujourd'hui, des skis phénoménales. Hein. Giacomel, on regardera le temps de ski de Giacomel tout à l'heure. Là, je peux vous dire que c'était impressionnant. Moi, je suis quasiment sûr que du côté de cette équipe d'Italie, on avait prévu un pic de forme pour cette période-là, pour Antols et pour les championnats du monde, et qu'on avait plutôt décidé de faire une croix sur le général. Parce que quand tu vois le niveau qu'ils avaient en début de saison, à part Didier Bionaz, et même aujourd'hui Didier Bionaz fait vraiment un très bon temps de ski aussi, je pense qu'on a vraiment préparé un pic de forme pour cette période-là, quand tu vois Dorothée Avireur hier aussi. Et que tu as une autre italienne qui est dans le top 20 aussi hier. Mais du côté de Giacomel, c'est dommage le tir, mais il n'a pas encore cette fiabilité qu'ont d'autres. Par contre, sur les skis, là aujourd'hui, il repart du pas de tir, il a 12 secondes, 13 secondes, il finit avec 2 de retard. Ce tour-là, il a dû avoir les chocottes et bon, il sait quoi, c'est vraiment pas loin. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans l'attitude de ce tour-là, c'est que il avait la rage de finir deuxième. À une époque, je pense, deuxième à 4 dixièmes, il s'en serait contenté. Aujourd'hui, il s'en contente plus ce tour-là. Il veut la win. Donc ça change en termes d'état d'esprit. Donc Giacomel, ouais, au-dessus aujourd'hui sur les skis, enfin, c'était impressionnant. Je crois qu'il n'y a que Ponzilioma qui allait plus vite. Je crois. Au niveau des temps, non, il a mis 20 secondes à tout le monde quasiment. Donc là, il était intouchable. Le dernier tour est canon. Donc vraiment fort. C'est un podium. Après, ça montre aussi que les gros ont du mal à tirer correctement, notamment l'équipe de France, mais pas seulement, l'Allemagne aussi. Ça n'a pas été parfait. Martin Oudal, impressionnant quand même depuis qu'il est arrivé en Coupe du Monde, depuis Orfilsen. Il n'a pas tant de ça de course dans les pattes, mais je trouve qu'il arrive à être efficace. Ça manque encore d'expérience et ça se sent, mais Sturla, il faudra qu'il se méfie parce que il est plutôt performant au tir, notamment sur le debout. Il a une vitesse en ski de déplacement qui est déjà très bonne pour son âge et il va encore progresser dans ce domaine-là. Alors du côté de Surla, il y aura peut-être plus le poil à gratter Johannes Beu et Tarjei Beu. Par contre, Oudal va peut-être devenir le nouveau poil à gratter. Alors peut-être qu'il ne sera pas encore suffisamment prêt pour les Jeux de Milan. Mais alors lui, ça sera notre adversaire numéro 1 pour les Jeux Olympiques en France. Hein. Parce que pour l'instant, c'est du très costaud. Et puis Pidrouchny, plutôt une bonne fiabilité au tir. Et puis Jakob Fak, il fait 6ème aujourd'hui. Là aussi, bien sur le tir, juste devant Hornig. Sans faute. Eric, pas top sur les skis. C'est pas incroyable, il fait 11ème temps de ski, Eric. J'ai l'impression que les Français sont fatigués. J'ai cette impression-là, qu'il y a de la fatigue du côté des garçons. Parce que quand tu vois les erreurs au tir et parfois comment ça a vendanger, je me dis que mentalement, il n'y avait pas grand monde derrière la carabine. Hein, que l'esprit n'était pas concentré à la tâche. Eric, il fait une erreur. Bon, 9 sur 10, ça reste un bon score. Mais aujourd'hui, avec un 9 sur 10, Eric Perrault doit être plus haut. Et là, il est quand même à 30 secondes. Il a été plus performant que Tarjei à des moments sur les skis. Là, bon, c'est pas le cas. Je pense un peu de fatigue. Voilà, aujourd'hui. Et puis, des skis qui marchaient peut-être pas top. Ce qu'avait l'air de dire Fabien Claude. Que le fart avait peut-être pas été super réussi. Après, je dirais que depuis le début de saison, on n'a pas eu vraiment ce problème-là pour le moment, de gros soucis de fart. Donc là, il voulait, Fabien Claude, refaire un retest. Il trouvait que ses skis n'étaient pas fous. Et c'est vrai que
Eric a pas un temps de ski exceptionnel, mais je trouve quand même aujourd'hui le vrai problème, ça a été derrière la carabine du côté des Français. Puis Johannes, moi je trouve son dernier tour inquiétant à Johannes, hein, parce que t'as l'impression qu'il s'en fout. T'as l'impression qu'il s'en tape royalement le coquillard, quoi. C'est quand tu regardes le dernier tour, même le temps est catastrophique. Enfin, pour du Johannes Beu. Il y a de la fatigue. Je pense que, bah, on le sait, hein, il en a marre d'être isolé par rapport à ses enfants. Donc là, ça fait 3 semaines, donc ça doit le peser. Il y a aussi une fatigue, je pense, mentale liée à l'annonce de sa retraite du côté de Ruhpolding, hein, où il a fallu l'annoncer. Et je pense que voilà, ça a été compliqué à gérer mentalement, mais là, son dernier tour, enfin l'attitude qu'il a dans la dernière bosse, ouais, j'ai l'impression qu'il s'en branle en fait de finir 5e, 10e, 15e. C'est pas habituel pour du Johannes Beu, quoi, qui perdent autant de temps dans le dernier tour, qui perdent autant de temps en fait entre le dernier tir et l'arrivée. C'est pas habituel sur ces dernières années. Alors c'est vrai que c'est un truc qu'il faisait en début de carrière, mais c'était en début de carrière. Là, c'est pas un truc qu'il faisait aujourd'hui, quoi. C'est depuis longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Et surtout, là, j'avais pas l'impression qu'il était à fond. J'avais l'impression qu'il n'était pas à fond, vraiment, où il s'écroule à l'arrivée. Tu sais, il a mis toutes ses tripes dans la course. Mais là aussi, pour aller à fond, pour être en capacité de se faire mal à ce point-là, bah, il faut avoir l'envie. Et je crois que le vrai problème de Johannes, c'est l'envie. Aujourd'hui, je crois qu'on l'a compris dans ses différentes interviews. Il a plus de la motivation pour se faire mal. Et moi, ça m'inquiète parce qu'au championnat du monde, c'est dur des championnats du monde quand t'es leader. Un Johannes Beu, de base, il fait pas qu'une course. C'est un championnat du monde. Hey, hein, il est présent pendant ces 2 semaines de compétition. Là, je me dis que ça va être dur sur certaines courses. Je pense que du côté de la Norvège, il ne faudra pas hésiter à prendre Sturla, à prendre Uldal peut-être sur certains relais mixtes, pourquoi pas. Peut-être pas Johannes Beu, je pense le relais mixte simple par exemple. Parce que j'ai l'impression que là, vraiment mentalement, il n'y est plus du tout, quoi. Voilà, là, vraiment, son dernier tour, il est pas dingue, hein, Johannes Beu. Hein. Donc, assez surprenant. Voilà. Maréchek, 10e. Sans faute aujourd'hui, le Tchèque. 2 Tchèques dans le top 10. Hein. Belle performance en ce moment. Et puis, Philippe Horn. Ouais, bah, 2 erreurs. Un peu trop. Voilà. Après, il pourra se dire que c'est le deuxième à 2 erreurs. Poncilioma. Ça me passe toujours pas derrière la carabine. La course de Poncilioma, elle est aussi frustrante que la course de Justini hier. Parce qu'il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, mais il en manque encore. Voilà. Donc c'est ça qui est frustrant pour Poncilioma. Son taux de réussite est en dessous de 70% quand même. Hein. Retire quasiment. Donc c'est vraiment faible. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, tu peux pas obtenir quelque chose. Après, aujourd'hui, la chance pour Poncilioma, c'est d'être dans des équipes de Suède, et qu'en équipe de Suède, aujourd'hui, la densité n'est pas vraiment là. Parce qu'il serait en équipe de Norvège, il serait pas en équipe 1. Aujourd'hui, il serait en IBU Cup, Poncilioma. Il serait dans la même situation que Johannes Dalle. Mais il est encore moins fiable au tir que Johannes Dalle. Je trouve que c'est ça le problème de Poncilioma, mais ouais. Ça bosse, mais pas suffisant. C'est pas là. Bah, une erreur qui coûte cher. Ça, c'est tous des concurrents qui, avec une erreur au moins, auraient pu être dans le top 10. Il y a une erreur de trop. Buchalter aussi. Navrad, bon, bah là aussi, hein, 8 sur 10, comme Horn. Pas exceptionnel. Didier Bionaz, dommage aussi, 9 sur 10 aujourd'hui. Du côté de Didier, le temps de ski était pas mauvais pour Didier Bionaz. Donc frustrant. Hardweg, très frustrant parce qu'il a des jambes de feu en ce moment, Hardweg. Mais il n'arrive pas vraiment à concrétiser sur la piste. Donc ça, c'est toujours frustrant quand vous êtes peut-être dans la forme de votre vie et que vous n'arrivez pas à concrétiser. On s'aperçoit que la minute est au 17e. Et ensuite, on a un groupe à 1,30 qui est impressionnant.
Hein, vous allez voir. Bon, Samuelson, 3 erreurs d'entrée, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à se remettre dedans dans le debout. Mais c'est vrai que 3 erreurs, ça coûte extrêmement cher à Samuelson. Qui n'était pas sur un gros temps de ski non plus, hein, Samuelson en passant. Simon Eder, toujours là quand même aussi, hein, Simon Eder qui va devenir la légende du biathlon désormais. Et puis Stromsheim, 8 sur 10. Aujourd'hui, Stromsheim, avec son temps de ski actuel, il ne peut pas espérer grand-chose. Donc, faut au moins faire 10 sur 10. Même à 10 sur 10, tu vois qu'aujourd'hui, ça passe pas. Hein, en gros, ça passe pas pour la victoire et ça passe difficilement pour le podium aussi. Donc, ouais, c'est le problème de Stromsheim. Pas assez rapide sur les skis. Emilien Claude. Ah, c'est dommage, mais le coucher est vraiment très bien. Moi, j'ai trouvé le tir plutôt engagé en plus. Sur le debout, ouais, il passe à côté, la première, la dernière. Je pense que comme bon, Emilien Jacquelin, il y a 3 erreurs. En plus, il y a 3 erreurs, Emilien Jacquelin, il se reprend pas. Ça m'a un peu énervé, mais je pense un manque de lucidité derrière la carabine et puis ouais, de la fatigue mentale. Je pense du côté de l'équipe de France, où on n'a pas réussi à se remettre dedans, à se remobiliser quand on faisait une erreur. Bon, on n'avait pas la faculté à se remettre dedans, à se reconcentrer dedans. Et là, je pense que c'est vraiment de la fatigue. 3e rendez-vous en 3 semaines. C'est un peu compliqué à gérer, voilà, pour certains. Et je pense que ça a été le cas. Et comme disait Emilien, c'est vrai qu'il a rarement été bon en janvier. Là, c'est peut-être son meilleur mois de janvier, même depuis très très longtemps. Et quant à Fillon-Maillet, c'est frustrant parce que 6 sur 10, il fait quand même top 30 aujourd'hui en ayant fait que 6 sur 10. Le temps de ski était vraiment plutôt bon, même si c'était pas le meilleur. Mais ouais, là, il y a 2 erreurs en trop. Hein. À 8 sur 10, tu vois que ça passait. Mais après, on va avoir une course en poursuite quand même, où entre Stromsheim, donc qui est dossard 25, hein, enfin qui va partir 23e, pardon. Même Simon Eder, on va prendre Simon Eder qui a 1,23. Et Strello, il y a 30 secondes. Donc ça va vraiment s'enchaîner. Et là aussi, alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas eu un tir exceptionnel, mais là aussi, grosse densité, parce que le 60e, qui est Iden Salo, n'est que à 2,06. Hein. Donc ça c'est vraiment enchaîné au niveau des tirs. Guigona, ouais, 8 sur 10 là encore, les skis pas top. Derrière la carabine, c'était pas suffisant. Fabien Claude, trop d'erreurs aussi. En fait, c'est un peu la même chose du côté de tous les Français. Hein. C'est-à-dire, j'avais l'impression que derrière la carabine, il n'y avait pas grand monde. Que voilà, ça tirait, mais ça agissait pas forcément. Alors peut-être parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas des skis exceptionnels et que voilà, ils étaient frustrés par ça. Mais j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas grand monde, voilà, qui était vraiment à fond sur cette course, concentré sur cette course et qui avait la motivation de bien faire. Je pense voilà, c'est ce qui a été difficile à gérer. Voilà, pour eux. On termine avec eh bien, les concurrents qui ne sont pas qualifiés. Parmi les concurrents, Manzin, le jeune Ukrainien, 7 sur 10. Mais on voit, hein, aujourd'hui, il ne fallait pas se planter. Stalder, Florent Claude, mais surtout Thierry Langer. J'avais déjà trouvé le week-end dernier que c'était pas fou au niveau des skis, ça se confirme. 8 sur 10, mais pas qualifié. Finello, 5 fautes, c'était trop. Kaiser, 6 fautes, c'était beaucoup trop pour aujourd'hui. Donc voilà, au niveau des différents participants. Regardez les temps de ski rapidement. Pour vous dire que Tariebeu, donc 8e temps de ski. Donc là, ça c'est très bon. Avec un dernier tour vraiment pas mal. On voit que voilà, il est presque parti prudemment et ensuite il a bien remis. Le tir couché était vraiment très appliqué. 10 secondes de perdu. Le debout plus rapide. Il a vraiment fait un tir couché très très appliqué. Ça m'a pas marqué sur le direct, mais là le temps on voit 10 secondes de perdu, c'est beaucoup pour un Tariebeu. Sturla, on n'était pas loin quand même de la course à la luge en mono du côté de Sturla. Le temps de ski 3e. Voilà. Temps de tir très rapide. Mais il y a cette erreur qui coûte cher.
Voilà, cette erreur, elle fait mal. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, on voit, c'est ce tour de pénalité qui lui coûte cher. Mais sinon, la course était bonne. Giacomel, meilleur temps de ski. Ah, et puis là, bon, voilà, hein, le dernier tour, il est canon. Non, vraiment au-dessus. Aujourd'hui, sur les skis, par contre, 2 erreurs. Non, c'est ce qui fait qu'il peut pas faire mieux que podium. Mais bon, un podium pour lui, c'est déjà bien. Hein, parce qu'en début de saison, on n'aurait peut-être pas misé là-dessus. Ouldal, 9e temps de ski, donc c'est bon. Le tir est là aussi. Et vous voyez, le temps de tir très régulier. Couché, debout. 30e, enfin 32 et 30e. Donc voilà, ça c'est bien. Pidrouchny, bon temps de ski. Hein. 10e temps de ski, Pidrouchny. Donc très bon temps de ski. Pour du Pidrouchny. Et une erreur. Jacob Fack sans faute, mais un peu loin sur les skis. Devant Hornig, qui progresse. Eric Perrault, 11e. Pas dingue. Pas dingue. Voilà, c'est ça. Et puis Johannes, bah. Hop, je vais réussir à le mettre, mais voilà. Dernier tir, 28 secondes de perdu. J'avais vraiment l'impression qu'il en avait un peu rien à foutre, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète dans cette attitude, c'est que ouais, j'ai l'impression qu'il est déjà dans l'après. Et qu'il n'est pas forcément concentré sur sa carrière, qu'il est déjà dans l'après, dans la retraite. Après, peut-être que je me trompe, mais je suis pas très rassuré pour ces championnats du monde à Johannes Bö. Maréchek derrière, Philippe Horn, bah dommage, puisque 4e temps de ski, les jambes étaient bonnes, il disait, mais le tir, bah 2 erreurs. Pontillioma, bah, aussi frustrant, parce que 2e temps de ski, me voyez quand même à 13 secondes de Giacomel. Et puis Tero Sepala, Burkhalter, bon, dans le top 30 au niveau des temps de ski. Bionas 14e en temps de ski en étant parti plutôt lentement, c'est-à-dire qu'il a vraiment accéléré sur la fin et que ça a vraiment bien tenu dans le dernier tour. Par contre, le temps de tir, on a bien compris qu'il n'était pas en confiance. Hein. Donc il a tiré super lentement. Alors là, ça, je m'en suis aperçu. Bionas, c'est vrai qu'il a tiré super lentement. Notamment pour balancer la première balle, ça a mis un temps fou à chaque fois. Donc voilà, il perd 35 secondes que sur le temps de tir. Donc vous voyez que s'il perd 20 secondes en moins, allez, s'il se retrouve à 37 secondes, 37 secondes, il est dans le top 10 aujourd'hui. Donc voilà, c'est frustrant pour Bionaz, mais un manque de confiance. Hardweg, bah dommage, hein, comme je disais, le temps de ski est très bon, 7ème. Par contre, 3 erreurs, c'est trop. Et du côté des Français, donc Emilien Claude 24, donc il est dans sa moyenne, je dirais. Presque moyenne plutôt basse. Stromsal 31. Emilien, il n'est pas du tout dans le coup là sur les skis. Dernier tour, vraiment pas bon. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. On voit que Claude aussi, Emilien Claude, fait un dernier tour qui est moins bon que les autres. Ça à prendre en compte au niveau de la place. Et puis Quentin, bon c'est sûr que mentalement c'était dur à gérer ce dernier tour en ayant 4 erreurs, mais il fait quand même 6ème temps de ski, mais là aussi sur la dernière course c'était une chouille mieux du côté de Quentin. Voilà. Il était beaucoup plus proche d'un Johannes Bö qui se donnait à fond que ce qu'a fait Johannes Bö aujourd'hui. Sverou, on n'en avait pas parlé, mais seulement 31 aujourd'hui avec 3 erreurs et un temps pas exceptionnel sur les skis du côté de Sweroom. Et du côté d'Antonin Guigona, ouais, 43e temps de ski, donc c'est bien plus lent que ce qu'il a fait depuis le début de saison. Antonin Guigona, donc je pense que voilà, au niveau des skis, c'était pas exceptionnel. Aujourd'hui, Strello aussi, hein, pas top sur les skis, hein, 37e seulement, avec 3 fautes, donc vraiment pas top. Et il part 49e demain, Strello, après-demain. Non, c'est demain? Non, c'est après-demain, eux, ils ont le relais entre les deux. Bon, on regarde les résultats en relais mixte simple du côté de l'équipe de France. Eh bien, 2 médailles d'argent. En relais mixte simple, eh bien, victoire de l'équipe d'Allemagne avec pourtant un tir pas fantastique, 1-7 face à l'équipe de France qui a fait 1-8 avec Enaf qui s'est raté sur le dernier tir. Tout simplement. La République tchèque est 3e, mais des relais qui ont été difficiles, hein, parce que tout le monde a fait des erreurs, sauf la Pologne,
La Pologne et la Slovénie sont les deux seules équipes à pas avoir de tour de pénalité. Donc voilà, avec beaucoup d'équipes au départ, hein. Ça c'est intéressant. Et puis du côté du relais mixte classique, là aussi médaille d'argent pour l'équipe de France. Derrière la Pologne. Alors relais parfait pour la Pologne, hein, 0,6, c'est vraiment du très solide. La France a fait 0,8, ce qui est déjà pas mal. Mais devant, ils n'ont pas ouvert la porte. Et puis l'Italie, troisième, là c'était moins bien, 2 et 6, avec notamment Scatolo, qui a fait 2 tours de pénalité sur son dernier tir, ce qui l'a mis hors jeu pour la médaille d'argent. On regarde demain, donc il y aura 2 sprints pour les jeunes, le sprint 10 km, le sprint de femmes en 7 km 5, et puis 2 mass start pour finir ces championnats d'Europe avant les championnats du monde qui eux auront lieu dans un mois, fin février, voilà pour les championnats du monde. On regarde juste du côté de la Coupe du Monde la start list du côté du relais. Hommes, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, Émilien Jacquelin. Donc Quentin se retrouve un petit peu plus haut avec Éric Perrault. Voilà, on est sur l'équipe type, mais pas forcément dans l'ordre habituel, notamment avec un Éric Perrault en 3 et un Quentin Fillon-Maillet en 2. Voilà, sur ce relais. Par contre, toujours Fabien Claude et Émilien Jacquelin qui terminent. Sturla, les frères Beu et Christiansen sur le relais norvégien. Moi, je comprends pas l'attitude qu'a la sélection norvégienne avec Christiansen. Je trouve pas Christiansen plus performant aujourd'hui qu'un Johannes Dalleux. Et quand je vois aussi les temps de Swerum, je me dis pourquoi on n'a pas gardé Dalleux, quoi. Parce que je me dis, Christiansen, moi déjà j'aurais mis Swerum, déjà, plus que Christiansen. Pour le préparer pour les championnats du monde, parce que Christiansen, pour moi, c'est pas suffisant. Hein. Brandt, Nelin, Ponsilio, Mats Samuelsson du côté de la Suède, donc je dirais l'équipe plutôt type. Et puis il faudra se méfier de l'Allemagne avec Strello, Horn, Kuhn, Navrat, qu'on a vu très rapide. Voilà, aujourd'hui. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc dès demain pour faire le débrief du sprint, de la poursuite dames et du relais homme. On va y arriver. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.